Rose, la science de l'amour. Très jeune, j'ai eu une belle fortune et le goût de la science. Nom de cette science en l'air qui, prétentieuse, croit pouvoir créer le monde de toutes pièces et voltige dans l'atmosphère bleue de l'imagination. J'ai pensé toujours, d'accord avec la cohorte serrée des savants modernes, que l'homme n'est qu'un sténographe des faits brutaux, qu'un secrétaire de la nature palpable, que la vérité, conçue non dans quelque vaine universalité, mais dans un volume immense et confus, n'est abordable partiellement qu'aux gratteurs, rogneurs, fureteurs, commissionnaires et emmagasineurs de faits réels, constatables, indéniables. En un mot, qu'il faut être fourmi, qu'il faut être ciron, rotifère, vibrion, qu'il faut n'être rien, il faut rapporter son atome dans l'infinité des atomes qui composent la majestueuse pyramide des vérités scientifiques. Observez, observez. Surtout, ne jamais penser, rêver, imaginer. Voilà les splendeurs de la méthode actuelle. C'est avec ces saines doctrines que je suis entré dans la vie. Et dès mes premiers pas, un projet merveilleux, une vraie aubaine scientifique m'est venue à l'esprit. Quand j'apprenais la physique, je me suis dit, on a étudié la pesanteur, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, la lumière. L'équivalent mécanique de ces forces vous sera sans conteste déterminé d'une façon rigoureuse. Mais à tous ceux qui travaillent à l'expression de ces éléments, du savoir futur n'ont dans le monde qu'un piètre rôle. Il y a d'autres forces que l'observation sagace et patiente doit soumettre à l'esprit du savant. Je ne ferai pas de classification générale, parce que je les considère comme funestes à l'étude et que je n'y entends rien. Bref, j'ai été amené, comment et pourquoi, je ne sais pas, à entreprendre l'étude scientifique de l'amour. Je n'ai pas un physique absolument désagréable. Je ne suis ni trop grand ni trop petit. Personne n'a jamais affirmé que je fusse brun ou blond. J'ai seulement les yeux un peu petits, pas assez brillants, qui me donne un aspect d'habitude utile dans les sociétés savantes, mais nuisible dans le monde. Ce monde, d'ailleurs, malgré tant d'efforts méthodiques, je n'ai pas une connaissance bien nette. Et c'est un vrai chef-d'œuvre de sang-froid que d'y avoir pu, sans attirer l'attention, poursuivre mon but austère. Je m'étais dit, je veux étudier l'amour, non comme les Don Juan qui s'amuse sans écrire, non comme le littérateur qui sentimentalise nuageusement, mais comme les savants sérieux. Pour constater l'effet de la chaleur sur le zinc, on prend une barre de zinc, on la chauffe dans l'eau à une température rigoureusement déterminée au moyen du meilleur thermomètre possible. On mesure avec précision la longueur de la barre, sa ténacité, sa sonorité, sa capacité calorique, et on en fait autant à une autre température non moins rigoureusement déterminée. C'est par des procédés aussi exacts que je me proposais, projet remarquable à un âge si tendre, 25 ans à peine, d'étudier l'amour. Difficile entreprise. Généralement, je ne sais par quelle répugnance gênante et même coupable les gens amoureux se soustraient obstinément à tout examen scientifique. Et cela particulièrement dans les instants où l'examen serait fructueux. Ceci acquis, mon plan fut bien vite arrêté. Pour étudier l'amour, me dis-je, il faut prendre le meilleur poste d'observation. Le confident le plus intime est congédié lors des minutes caractéristiques. Il n'y a que l'immeuble, quelquefois un chien, un chat qui assiste à ces mystères qu'une inexplicable fatalité a dérobés jusqu'ici à l'analyse. Je n'ai donc qu'une ressource, c'est de jouer personnellement le rôle d'amoureux. N'ayant guère de charme, vu que le peu qui m'en avait été accordé par la nature s'était étiolé à l'ombre des bibliothèques et aux odeurs des laboratoires,
Je recours à mon profond savoir pour me rendre digne des rêves féminins. Ah, les merveilles cosmétiques. Rouge puéril insoluble, noir bleuâtre des yeux sans sommeil, huile pour rendre la peau diaphane, galvanisation pour me donner du galbe aux jambes, que j'ai inventé à cette époque. Mais je n'étais pas assez naïf pour compter seulement sur l'aspect de ma physionomie, sur l'allure de ma personne. Il me fallait apprendre à fond ces riens charmants qui séduisent les jeunes filles, ces futilités ridicules qui nous soumettent le beau sexe. J'allais trouver Chopin et lui demander « Vous avez beaucoup joué du piano dans le monde. Quelle est la musique qui plaît le plus aux femmes ?» Il me répondit sans hésiter « La rêverie de Rosaland. 40 000 francs si vous voulez m'enseigner à jouer parfaitement cette rêverie. » Chopin, ridiculement impratique, se récusa et me recommanda M. K, un de ses élèves, comme plus fort que lui-même. Ce qui était reste vrai. M. K accepta les 40 000 francs et, probe, m'apprit uniquement à jouer la rêverie de Rosaland. J'étais armé de ce côté. J'allais trouver Musset et lui demandai quelle est la poésie qui plaît le plus aux femmes. Musset posa l'index sur le sourcil et me dit l'acrostiche. Voici 40 000 francs. Apprenez-moi l'acrostiche. Musset, bohème indécrottable, ne comprit pas que j'étais sa providence et me renvoya à M. W. Je ne veux pas révéler son nom, élève que je trouve bien plus fort que son maître. W prit les 40 000 francs et me fit une exquise collection d'acrostiches sur tous les noms du martyrologe féminin. Chaque nom avait 3 versions, blonde, brune et châtaigne. Il y eut en outre promesse écrite de livraison pour les cas imprévus. Ainsi muni, j'entrai résolument dans le monde. Après de nombreux insuccès, tant il est vrai qu'on n'apprend rien que par expérience, un succès inutile à raconter, je trouvai enfin mon affaire. Ce fut dans une famille habitant le Marais, dans un de ces vieux hôtels de président du Parlement. Tout le premier étage servait de magasin de papier. Par le grand escalier de pierre à rang patiemment forgé, on montait d'interminables marches jusqu'à l'étage supérieur, où habitait M. D. et sa famille. L'aspect honnête, oublié de cette maison me plut tout d'abord la première fois que j'y vins. M. D. avait cédé au mari de sa fille aînée le magasin de papier d'au-dessous. Autrefois, la plume à l'oreille et l'œil au ballot, il y avait acquis une fortune assez ronde pour assurer une dot raisonnable à sa fille cadette, tout en se gardant de quoi irriter les espérances de ses gendres. On recevait tous les samedis, toute petite réception, des petits gâteaux, etc. C'était pour marier la fille qu'on se livrait à ces joies simples, et qu'en outre, les autres soirs de la semaine, on promenait la dite fille dans toutes les maisons du même monde. J'avais parcouru un nombre immense de ces intérieurs, sautant consciencieusement au bruit des polkas et des quadrilles que les mamans complaisantes font suinter de leurs doigts mous. Comme on en rencontrait partout, je suis m'a fait inviter chez M. D. J'avais déterminé, par une suite d'examens comparatifs, que la complexion de Mlle D était, plus que celle de toute autre jeune fille proposée, convenable à mes projets. La position était excellente. On me recevait en vue d'un mariage possible. On faisait donc attention à moi. On me mettait en relief, adroitement, de manière à ne pas rebuter le caractère peut-être fantasque de la jeune personne. Mais j'avais mon plan arrêté. Comme il est de notoriété ancienne que le mariage n'a aucun rapport avec l'amour, il fallait manœuvrer pour éviter cette conclusion désastreuse qui m'avait déjà été offerte souvent et que j'avais fui, non sans me compromettre un peu. Je commençai donc par donner quelques conseils à la mère au sujet de son embonpoint exagéré, cela dans les limites de la politesse la plus exquise et même de la plus candide bienveillance, bien entendu. Ces conseils lui firent prendre une voix aigre-douce et provoquèrent une profession de foi politique pour laquelle je pris quelques réserves. Je m'en tins là, cependant,
en voulant pas hâter les choses, et je me mis à causer, l'air un peu triste et préoccupé, avec la demoiselle. Je m'arrêtais au milieu de phrases dont le diable, pas plus que moi, n'eût trouvé la suite. Il y a des cas où l'âme doit planer au-dessus des complexités. Ou bien, le cœur est un esclave dans la chaîne, le cœur est un esclave qui ne saurait obéir, etc. Puis, après un soupir, j'allais m'asseoir au piano, et l'irrésistible rêverie de Rosalie me valait de délicieux regards de soumission par-dessus l'épaule de la jeune personne versant le thé. Elle s'appelait Virginie et était châtaine. Ma collection d'acrostiches contenait ce cas particulier sous la forme qu'on va lire. Vous ne connaissez pas tous nos rêves de fièvre, indomptable où le feu qui brûle notre lèvre rend la vie impossible en ces salons railleurs. Grâce pourtant à vos regards, j'en suis comme ivre d'azur profond. Je me reprends à vivre, naïf, aimant les bois. Si nous étions ailleurs, il faudrait oublier famille, honneur, patrie, et penser que je suis tout cela, ma chérie. Ces vers, corrigés par mon ami le poète W, d'après la situation, se prêtaient merveilleusement à mes projets de détournement. Dès que je les eus adroitement glissés dans la main droite de Virginie, la pauvrette fut désormais soumise à ma puissance. Un soir, en prenant ma tasse de thé, je pressai ses petits doigts par-dessous la soucoupe. Émotion, ou peut-être une tension de ma part, la tasse tomba, se cassa sur le coin du piano, et le thé bouillant, sucré, avec son nuage de lait, inonda mon superbe pantalon gris-perle. Maladroit que je suis, dis-je en pâlissant sous la brûlure, insignifiante du reste. Je vous ai perdu votre robe, mademoiselle. Tu n'en fais jamais d'autre, Virginie, dit la mère. Madame, je vous assure que c'est moi, en posant la tasse sur le bord du piano. D'ailleurs, la bonne peut offrir le thé et les sirops. La jeune fille disparut. Si j'avais pu assister à la nuit qu'elle dut passer. Bref, je pondérais si bien mes faits et gestes que la froideur des parents crut exactement comme l'amour de la fille. Subséquemment, j'eus des mots à voix basse avec celle-ci. Elle était malheureuse. Ses parents me détestaient. Il fallait les ménager, etc. J'ai l'air de faire du roman, mais on se tromperait en me croyant une pareille légèreté d'esprit. Ce que j'ai dit, aussi brièvement que possible, était nécessaire. Maintenant, la science proprement dite commence. Nous échangeâmes nos portraits. Le mien était photographié sur émail, encadré d'or, avec une chaînette minuscule pour être porté sous les vêtements. Ce portrait contenait, caché entre une plaque d'ivoire et l'émail, de thermomètres à maxima et à minima. Deux chefs-d'œuvre de précision sous des dimensions si petites. Et si je pouvais vérifier les modifications de la température normale d'un organisme affecté d'amour, sous des prétextes souvent difficiles à inventer, je me faisais rendre pour quelques heures le portrait. Je prenais note des nombres à leur date et j'amorçais de nouveau les thermomètres. Un soir que j'avais dansé 2 fois avec une petite dame brune, je me rappelle avoir constaté un abaissement de température de 4 dixièmes. Suivi ou procédé, rien ne m'a fait connaître l'ordre des phénomènes, d'une élévation de 7 dixièmes. Voilà des faits. Quoi qu'il en soit, tout étant préparé, je pris les mesures suivantes. J'ai dit à M. D, la propriété, c'est le vol. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas neuf, mais ça porte toujours. Madame D, qui avait fait une fausse couche dont elle parlait trop souvent, la femme, au point de vue économique et social, peut et doit être considérée comme une usine à fœtus. Et je ferai donner, sur l'air près d'un berceau, quelques vers d'une chanson de W intitulée « Près d'un bocal ». Vous le voyez en blanc faux col, frais substitut digne pose. S'il n'était pas dans l'alcool, comme il eût fait de grandes choses. Puis j'insinuai dans la main de Virginie ce billet. Je vous expliquerai tout après. Brouille absolu entre vos parents et moi.
L'idéal, le rêve, le prisme de l'impossible, voilà ce qui nous attend. Pour vivre, il faut aimer. Il y a une berline en bas. Viens ou je me tue, et tu es damné. C'est ainsi que je l'ai enlevé. Les facilités que j'avais trouvées dans cette entreprise me stupéfiaient. Lorsqu'en chemin de fer, je regardais cette jeune fille, élevée tranquillement, destinée peut-être à quelque employé médiocre, qui me suivait à la faveur d'une série de formules sentimentales que je n'avais pas inventées, du reste, et que vraiment j'expliquerais insuffisamment. Nous allions quelque part, on le suppose. J'avais en effet depuis longtemps préparé, avec ma sagacité personnelle, une délicieuse et méthodique installation dont le but apparaîtra ci-dessous. Il y avait 3 heures de chemin de fer, beaucoup de temps pour l'effarement, les sanglots, les palpitations. Heureusement que nous n'étions pas seuls dans le compartiment. J'avais préalablement étudié, autant qu'il se peut, la situation dans les romans. Vous me sacrifiez tout. Comment reconnaître? Puis après un silence, je t'aime. Je vous aime. Oh, les voyages avec la bien-aimée. L'horizon rougit le soir, le matin s'emperle à l'aurore, et l'on est tous deux face à face, après la distraction, le sommeil, dans des pays à parfum nouveau. Je m'étais fait faire la phrase par mon ami le poète W. Nous arrivons, elle comme un oiseau mouillé, moi ravi du succès initial de mes recherches, car sans me laisser entraîner à la vanité romanesque de cet enlèvement, j'avais durant tout le voyage, en rassurant la pauvre jeune fille effarouchée, adroitement appliqué entre sa 10e et sa 11e côte, un cardiographe à fonctionnement prolongé si exact que monsieur le docteur Marais, à qui j'en dois la description idéale, se l'était refusé par économie. Puis, une voiture nous prit à la gare. Terreur, embarras, ivresse inquiète de la demoiselle. Faiblement repoussé, mes embrassements permettaient au cardiographe d'enregistrer les expressions viscérales de la situation. Et dans le délicieux boudoir où, mettant ses mains sur ses yeux, elle se reprochait sa rupture définitive avec les exigences de la morale et de l'opinion, je pus heureusement procéder à la détermination exacte. Le moment était d'absolue importance, du poids de son corps. Voici comment. Elle s'était laissée aller sur un sofa, perdu en ses pensées. M'arrêtant, ému, ravi de la contempler, je pressai du talon un bouton de sonnerie électrique ménagé sous le tapis. Et, à côté, dans un cabinet secret, au bout du levier de bascule dont le sofa occupait l'autre bout, Jean, domestique dévoué et prévenu, put constater le poids de la demoiselle habillée. Je me jetai à côté d'elle et je lui prodiguai toutes les consolations possibles. Caresses, baisers, massage, hypnotisme, etc. Consolation pourtant non définitive, vu mon plan de recherche. Je passe sur les transitions qui m'amenèrent à faire tomber ses derniers vêtements, toujours sur le sofa, et à l'emporter dans l'alcôve où elle oublia famille, opinion, société. Pendant ce temps-là, Jean pesait les habits laissés, paille, bottines compris, sur le dit sofa, de manière à obtenir par soustraction le poids net du corps de la femme. D'ailleurs, dans la chambre, ivre d'amour, il s'abandonnait à mes transports fictifs, car je n'avais pas à perdre mon temps. Nous étions comme dans une cornue. Les murs doublés de cuivre empêchaient tout rapport avec l'atmosphère. Et l'air, à son entrée d'abord, à sa sortie ensuite, était analysé d'une manière rigoureuse. Les solutions de potasse des appareils à boules révélaient, heure par heure, à d'habiles chimistes la présence quantitative de l'acide carbonique. Je me souviens de nombreux curieux à ce sujet, mais il manque de la précision justement exigée dans les tables, puisque ma respiration à moi, non amoureux, était mêlée à la respiration de Virginie, vraie amoureuse. Qu'il me suffise de mentionner en gros l'excès d'acide carbonique lors des nuits tumultueuses, où la passion atteignait ses maximums d'intensité et d'expression numérique. Des bandes de papier de tournesol habilement distribuées dans les doublures de ses vêtements m'ont révélé la réaction constamment très acide de la sueur.
puis les jours suivants, puis les nuits suivantes, que de nombre a enregistré sur l'équivalent mécanique des contradictions nerveuses, sur la quantité de larmes sécrétées, sur la composition de la salive, sur l'hygroscopie variable des cheveux, sur la tension des sanglots inquiets et des soupirs de volupté. Les résultats du compteur pour baiser sont particulièrement curieux. L'instrument, qui est de mon invention, n'est pas plus gros que ces appareils que les bateleurs se mettent dans la bouche pour faire parler polichinelle et qu'on désigne sous le nom de pratique. Dès que le dialogue devenait tendre et que la situation s'annonçait comme opportune, je mettais, en cachette, bien entendu, l'appareil monté entre mes dents. J'avais eu jusque-là assez de dédain pour ces expressions de 1000 baisers qu'on met à la fin des billets amoureux. Ce sont, me disais-je, des hyperboles passées dans la langue vulgaire, d'après certains poètes de mauvais goût, comme Jean II par exemple. Eh bien, je suis heureux d'apporter une vérification expérimentale à ces formules instinctives que bien des savants avaient, avant moi, considérées comme absolument chimériques. Dans l'espace d'une heure et demie à peu près, mon compteur avait enregistré 944 baisers. L'instrument placé dans ma bouche me gênait. J'étais préoccupé de mes recherches et d'ailleurs les activités feintes n'égalent jamais les réelles. Si l'on tient compte de tout cela, on verra que ce nombre de 944 peut être souvent dépassé par les gens violemment amoureux. Cette exquise période de bonheur pour elle et de fructueuses études pour moi dura 87 jours. J'avais établi la série de faits décisifs sur lesquels la science de l'amour doit nécessairement se fonder, sauf la 9e et dernière partie pour ma subdivision. Cette 9e partie a pour titre « Les effets de l'absence et du regret ». L'étude devenait délicate. Heureusement que je pouvais compter sur Jean, domestique dévoué, et sur mes fidèles préparateurs, physiciens, chimistes, naturalistes. Virginie, dis-je donc un matin, rêve bleu de ma vie, étoile de mon avenir blafard, j'ai oublié dans tes bras quelques billets à ordre qu'on a protestés. Je dois donc momentanément me soustraire aux lueurs de tes yeux, au magnétisme de tes baisers, à l'éblouissement de tes étreintes, et aller laver cette tâche de ma vie commerciale. La scène qu'elle me fit compléta ce que j'avais déterminé dans quelques scènes précédentes relativement au mécanisme du dépit. Et je partis, inflexible, non sans laisser des instructions précises à tous mes préparateurs pour qu'ils prissent les dernières notes nécessaires à mon mémoire, dont l'effet académique s'annonçait désormais comme devant être foudroyant. À dire vrai, pourtant, j'étais fatigué de ces recherches si patientes. Quand un chimiste étudie avec la plus grande ferveur un genre de réaction, une théorie générale, il peut du moins, aux heures de repas ainsi que pendant la nuit, quitter son laboratoire et abandonner son esprit aux faits ordinaires de la vie. Le problème que je poursuivais ne m'avait pas donné de ces congés. Il fallait être toujours prêt aux expériences. Il fallait, fuyant toute distraction, tout tenir constamment à l'affût des phénomènes innombrables et compliqués qui surgissent dans ce qu'on appelle une intrigue amoureuse. Aussi, je profitais de ce répit au travail ardu, sûr de mes subordonnés. J'oubliais un instant, dans les balles de barrière, dans les maisons de plaisir recommandées, cette tension intellectuelle ininterrompue que j'avais religieusement subie pour la plus grande gloire de science. En revenant dans le wagon, je me félicitais intérieurement de mon œuvre colossale accomplie. Je me disais, justement, que mon mémoire serait un colossal coup de tam-tam dans le monde savant. Quelque chose comme les principes de Newton ou toute autre révélation analogue. Une si louable opiniâtreté, pensais-je, en me reposant sur le coussin de la voiture qui de la gare me conduisait à la villa. Et le désintéressement de frais si considérable a enfin trouvé sa récompense. Madame est sortie depuis 3 jours, me dit-on, quand je fus chez moi. Sortie depuis 3 jours? Ce n'est pas possible. Elle a laissé une lettre pour monsieur. Voici la lettre. Vous seriez un misérable, monsieur, si vous n'étiez pas si bête.
Oh, comme je m'ennuyais chez mes parents depuis mes études au conservatoire. Vous n'avez pas compris que j'ai été bien heureuse de vous trouver pour sortir de la baraque paternelle. Merci tout de même, cher ami. Jules W., votre ami, m'avait expliqué vos projets. Il faut que vous soyez bien jeune, sans en avoir l'air, pour croire que c'est là ce qu'on apprend avec les femmes. À propos, j'ai trouvé tous vos instruments, tous vos registres. J'étais nerveuse, pourtant vous m'êtes bien indifférent, et j'ai tout cassé, tout brûlé. J'ai même découvert le mystère du scapulaire que vous m'aviez laissé, au thermomètre, aux hygromètres. C'est le mot, je crois. Autant de mouchards sont en miettes. Et puis, quel renseignement auriez-vous eu d'après moi sur l'amour? Vous m'avez toujours ennuyé au possible. Votre ami Jules m'avait amusé, peut-être ému, avec ses audaces bohémiennes. Vous, jamais. Il faisait trop triste dans vos boudoirs à trucs. Adieu, mon petit savant. Je vais me dégourdir sur les planches, à l'étranger. Un grand seigneur russe, moins sérieux et plus sensible que vous, m'emporte dans sa malle. Virginie. Tous mes espoirs de gloire anéantis. 600 000 francs, les 3/4 de ma fortune, dépensés en pure perte. La science retardée en cette question de plusieurs siècles. Tel est le tableau qui me passa devant l'esprit à la lecture de cette lettre. N'en voulant rien croire, je parcourus la villa de la cave au grenier. Désastre effroyable. Tout, en effet, était brisé. Pilé sous les talons de ses bottines, les documents brûlés voltigeaient, çà et là comme un essaim de papillons noirs. Et, dernière raillerie de la fatalité, je sentis en marchant dans ces chambres vides, parmi les ruines de mon avenir, je sentis le regret de la fuite de Virginie. Ouais, je regrettais cette femme plus que mes meilleurs travaux perdus. Et j'allais m'évanouir, honte, en m'enfouissant dans l'oreiller pour y retrouver l'odeur des cheveux que je ne devais plus toucher. Pour comble, perdant l'occasion d'enregistrer les éléments analytiques d'un si profond déchirement, d'un ensemble si particulier de sensations violentes, je ne pensais pas à m'appliquer le cardiographe. Le journal de l'avenir. Je suis arrivé au bureau du Chat Noir et j'ai été si écrasé par le luxe asiatique des salons que, roulant mon chapeau entre mes doigts, je me suis tenu 2 heures dans un couloir sillonné par 1000 employés affairés, vêtus des uniformes les plus polymorphes et polychromes. On m'a poussé dans une salle d'attente. Les draperies, les divans, les parfums qui brûlaient dans les coins redoublaient ma timidité. Pourtant, vaincu par la fatigue et l'émotion, nous avons laissé choir dans les moelleuses ottomanes qui encombrent les salons de la rédaction. J'ai visé un petit tabouret cané à 3 pieds. Je m'y assis, en jugeant à peine digne. Immédiatement, un vertige inconnu m'a saisi. M. Grévy m'est apparu sous les traits de Jupiter, coureur de nymphes. Sailly tenait l'allure en Apollon et, souriant d'un air mystérieux, m'a chanté. Sur ce trépied, le moins habile acquiert le fleur d'une Sibylle. En effet, les murs semblaient s'éloigner. Les plafonds devenaient des dômes de verdure tropicale. Les mouches attardées de l'hiver se multipliaient sous forme de colibris gazouilleurs. L'almanach bloc, dont on décolle une feuille par jour, s'illuminait d'un éclat électrique et la date s'y lisait « Fatal,
1er mars 1986. Pourquoi ce 9 à la place du 8? C'est bien simple, susurra Rodolphe. Nous sommes plus vieux de 100 ans. Mais alors, nous allons mourir? Ne fais pas le malin. C'est bien que depuis l'invention du célèbre américain Thad Blockson, nos cervelles ont été exécutées en platine par la galvanoplastie, que, quand elles seront usées, on nous en reposera un autre exemplaire pareil, puisque les moules en sont conservés, catalogués à l'hôtel de ville. Et où sommes-nous? Au bureau du chat noir. En effet, autour d'une immense table d'émeraude sont assis les rédacteurs. Ils ne sont pas beaux, les rédacteurs. Ils ont des figures de déménageurs. Ils sont tous vêtus de toile grise, avec un numéro d'ordre au collet. Tous ont une sorte de chapeau en forme de citrouille qui s'applique sur leur front par une série de touches, comme dans l'appareil à prendre en mesure chez les chapeliers. 5 heures sonnent. Les 10 rédacteurs du bout se collent au téléphone à l'oreille gauche et écrivent de leur main droite sur du papier en bande continue. Une machine déroule devant eux. À mesure que la surface se couvre d'écriture, elle est entraînée à travers une rainure dans le sous-sol ou à l'imprimerie. Alphonse Allais, en obligeant Cicérone, m'expliquait les choses. Ce sont les rédacteurs de l'actualité. Les téléphones leur révèlent ce qui se passe partout, et ils l'écrivent avec le talent qu'ils puisent dans ces singuliers chapeaux. J'allais oublier de vous dire que ces chapeaux contiennent des cervelles métalliques des meilleurs modèles, avec piles et accessoires. Les pointes qui touchent le front servent à envoyer les courants électriques, qui produisent le talent dans la tête la plus obtuse. Cette invention, due au célèbre Thad Blockson, a transformé l'ordre social en rendant le talent proportionnel à la fortune. C'est ainsi que le plus grand génie de notre époque est le banquier Philippe Schill, qui a pu se donner le luxe de collectionner les cervelles les plus chères. Entre autres, on raconte qu'il a payé 1,5 million la cervelle de Sarah Bernhardt, garantie conforme. Il résulte de là qu'on en a fini avec les revendications socialistes du siècle dernier. Maintenant l'action, mais pas d'argent, pas de talent. Il y a de très rares exceptions de gens sans le sou qui naissent avec de l'esprit, mais nos tribunaux en font prompte justice en les expropriant de leur cerveau, dont tout modèle revient à l'État. Le Chat Noir de 1986, qui veut à tout prix intéresser ses lecteurs, a fait les plus grands sacrifices pour enrichir sa collection cérébrale. Ainsi, les 10 rédacteurs de fond, dont 2 écrivent en vers, ont une valeur de plus de 5 millions sur la tête. Celui-là, à gauche, a un cerveau Victor Hugo. Voyez-le du reste. 5h10. Il a écrit déjà 200 vers, 20 par minute. Je me penche avidement pour lire quelques vers. Le papier courait si vite que je n'ai pu lire que ceci. Là-haut, en grès rugueux entre un lot de loge, et la lame d'acier chuinte, siffle et se tord. Il faut que l'acier cède au silex qui le mord. Il faut que l'éclair brille en ce contact suprême, comme l'éclair des yeux de l'amante qu'il aime. Bon, ceci sera probablement coupé à la correction. La cervelle du porteur influe, quelquefois un peu trop, sur le travail. Celui-ci était mouleur et il a mis des choses de son métier. Nous prenons, comme vous voyez, nos rédacteurs dans les classes les plus modestes. Ils sont plus réguliers, moins chers et mettent moins de leur propre fonds dans le travail. Nous groupons parfois, pour avoir des effets inattendus, 2 ou 3 cerveaux différents. Voyez par exemple ce rédacteur qui ploie sous ses 2 chapeaux superposés. Il porte, outre son cerveau à lui, qui n'a que peu d'effet, celui de Théodore de Banville, le poète, combiné avec celui d'un avocat connu de quelque érudit. Je vais, avec mes ciseaux, couper ce qu'il vient d'écrire. Il ne s'en apercevra pas, et vous jugerez de l'effet. Voici ce qu'il y avait sur la bande coupée. Je lus par un beau soir, toute chose égale d'ailleurs. Ah, ses parents étaient de vulgaires et pâles tailleurs. J'avais le cœur, bien qu'elle eût horreur de l'étude férue,
mais nul, élégant, dit Cujas, sa turbitude n'est crue. Qui lui fit ce regard, sous ces éclairs de poudre, profond? Posez la question, mon cœur, c'est la résoudre, au fond. Je lui dis, tu n'auras de moi pas une pierre, pas un diamant, ni louis, ni franc, ni boc de bière. Corps brun, payé, jamais. Si son corps amoureux qui vibre changeait, j'aime mieux sagement garder ton équilibre, budget. Ce soir, ça n'a pas de sens, mais quelquefois ça étonne le lecteur. 5h15. Stop. La copie est finie. Tous les rédacteurs posent plumes et téléphones. Tous remettent leurs chapeaux dans des cases numérotées et s'en vont. Idiots comme avant de s'être coiffés. Toucher chacun 3,50 à la caisse. La rédaction n'est rien, comme frais, comparativement aux dépenses de personnel administratif et de matériel. Le matériel, ça ne m'étonne pas qu'il soit cher. Figurez-vous des serres immenses, remplies de palmiers, d'orchidées sillonnées, d'oiseaux-mouches et de colibris. Ces colibris sont même gênants. Américain Hum Boxon vient heureusement d'inventer une poudre colibricide. Et les murs qu'on voit si loin là-bas et ces rochers abrupts sont en béton aggloméré lumineux pendant la nuit. Je vous ne parle pas du sous-sol pour l'imprimerie, où on n'imprime pas, car ce sont des personnes d'une voix exquise qui dictent la copie à des phonographes dont les traces reproduites à des millions d'exemplaires vont porter le journal parlé aux abonnés. Personne ne sait plus lire ni écrire. C'est le progrès. À cause du dit phonographe, on ne trouve que quelques gens rieurs dans ce sens parmi la lie du peuple. Ce sont ces gens qu'on emploie à la rédaction. Crac, quand un bourricané à 3 pieds s'est cassé sous mes contorsions. Et je retombe dans notre triste époque, dans les bureaux d'un journal en 1886. Quelle piètre installation que la tienne, mon pauvre chat noir. Le caillou mort d'amour. Histoire tombée de la lune. Le 24 Chum Chum, compus de Wega, 7e série. Un épouvantable tremblement de lune désole à la mer de la tranquillité. Des fissures horribles ou charmantes se produisirent sur ce sol vierge mais infécond. Et Silex, rien d'abord de l'époque de la pierre éclatée, et à plus forte raison de la pierre polie, se hasardait à rouler d'un pic perdu, mais fier de sa rondeur, alla se loger à quelques dans la fissure AB33, nommée vulgairement moule à singe. L'aspect rosé de ce paysage, tout nouveau pour lui, Silex, à peine débarqué de son pic, la mousse noire du manganèse qui surplombait le frais abîme, affola le caillou téméraire qui s'arrêta dur, droit, bête. La fissure éclata du rire silencieux, mais silencieux, particulier aux êtres de la planète sans atmosphère. Sa physionomie, en ce rire, loin de perdre de sa grâce, y gagne un je ne sais quoi d'exquise modernité. Agrandie, mais plus coquette, elle semblait dire au caillou, « Viens-y donc, si tu l'oses. » Celui-ci, son vrai nom, Achigelo, jugea bon de faire procéder son amoureux assaut par une aubade chantée dans le vide embaumé d'oxyde magnétique. Il employa les coefficients imaginaires d'une équation du 4e degré. On sait que dans l'espace éthéré, on obtient sur ce mode des fugues sans pareil. La fissure, son nom sélénieux veut dire Augustine, parut d'abord sensible à cet hommage. Elle faiblissait même, accueillante. Le caillou, enhardi, allait abuser de la situation, rouler encore, pénétrer peut-être. Ici le drame commence. Drame bref, brutal, vrai. Un second tremblement de lune, jaloux de cette idylle, secoua le sol sec. La fissure, Augustine, effarée, se referma pour jamais, et le caillou,
Alfred éclata de rage. C'est de là que date l'âge de la pierre éclatée. Diamant, on fumait. Folle d'abord, et j'employais toute ma puissance à la rendre la vie réelle. Je ne voulais pas l'aimer. Je ne l'aimais pas. Mais je me suis ensuite attaché à elle comme à une œuvre personnelle. Sa folie était tourbillonnante, loquace, inquiète. Il m'a fallu dépenser une activité, une force immense à suivre et à dompter cette folie. Vitesse exagérée, effrayante du mouvement de la pensée, et puis un bagage d'impressions fictives de vie parisienne, de journalisme, de cancans de coulisses. Avec cela, un sentiment inhérent à l'être. Toutes les femmes l'ont plus ou moins. Le désir prépondérant de paraître, sans presque de souci d'être en réalité. À être connu, en bien ou en mal, qu'importe. La réclame. Là est même l'origine de tout le mal qu'elle m'a fait. Donc, séduit par les pittoresques mais malsaines profondeurs de son âme désordonnée, j'ai conquis sa foi et celle de son entourage. Je me suis chargé d'elle. Je l'ai sauvée de mesures extrêmes, de la séquestration qui l'aurait tuée, en promettant, contre l'avis des autorités, qu'elle guérirait. C'est arrivé. Et ma tenue énergique, ma froideur voulue obligée, avait hérité son amour propre de femme. Mais elle s'est servie des forces qui lui étaient revenues pour me soumettre, pour se faire aimer. Plusieurs fois, j'étais assis à côté d'elle et, comme cédant à la fatigue, il appuyait sa tête contre mon épaule. Je ne voulais pas, mais je me sentais prendre. Je la sentais s'obstiner. Je savais où nous menait l'inexorable amour. Une fois, en voiture, après je ne sais quelle parole prononcée par moi, y avait-il quelque aveu involontaire dans ces paroles? Elle m'a dit « Alors, vous m'aimez ?» Et violemment, poussé par un irrésistible ouragan intérieur, je lui répondis en collant mes lèvres sur les siennes. C'est le type qui ne m'attire pas d'abord, mais que la fatalité rapproche de moi et dont je souffre. Ensuite, domination, tyrannie. Elle me commandait de rêver à ceci ou cela, de faire tel verre, d'où ma stérilisation. J'échappais en cédant à tout ce qui n'importe pas, et la femme ne voit que cela. Et puis, m'obsédant des citations à propos de chaque parole, de chaque caresse. Je l'aimais pourtant, car j'avais réussi à réveiller chez elle un ravissant fond de nature, masqué par tout ce plâtrage de fiction. J'y avais réussi en me faisant naïf et primitif. Il paraît que je le suis réellement, en m'obstinant à ne voir en elle que la Vierge éternelle, la fleur intacte. J'ai mal fait, peut-être. J'en savais assez pour ne pas croire à cette pureté. Mais je n'ai pas de regrets. Mon rêve l'avait transformée et embellie en fait. Ma naïveté la charmait, et ne voulant pas la troubler, elle se mettait à l'unisson. Puis, parfois, elle croyait, plus naïve que moi encore, me déguster en connaisseuse. Je feignais de ne pas le voir. Elle se plaignait d'abord du peu d'influence qu'elle avait sur moi, reprochant les amours antérieurs et les rêves possibles. Je lui faisais tout faire, affirmait-elle sans jamais dire « je veux ». Elle sentait quelque chose d'immodifié en moi, sous l'obéissance extérieure absolue, exagérée. Cela a grandi et elle est devenue mon ennemi intellectuel. Mais l'âme et le corps, sinon l'esprit, étaient à moi. Pénible période, cependant. Je rêvais par instant l'éloignement et la liberté. Mais nos âmes étaient et seront toujours d'accord. Ma lassitude était toute physique.
J'ai pensé qu'elle en sentait peut-être autant, et j'ai exigé qu'elle fît son voyage d'été habituel. J'étais tenu à Paris. Le sachant, elle consentit à partir sans moi. Alors ont eu lieu un ou deux faits de fatalité qu'on ne met pas dans les romans, mais qui sont de toutes les histoires réelles. Je ne me justifie pas. J'ai eu tort, puisque notre histoire était un roman naïf et pur, mais l'irritation intérieure, la fatigue qu'elle et son entourage m'avaient donnée, elle aurait dû ne pas me demander ce serment que j'ai refusé de donner par horreur du four et par espoir d'expier en froideur momentanée et en persécution. Dure souffrance pour moi, c'est qu'il y a eu de faute de ma part. Elle l'a fait, cherchant des raisons de m'éloigner nonobstant une réconciliation ultérieure pour mal faire plus librement, car j'ai trouvé qu'à son ressentiment s'ajoutait un intérêt de paraître. S'alléguant le talion, elle a vendu ses sourires pour la gloriole mensongère de signer l'œuvre d'autrui, et elle tenait encore à moi puisqu'elle ne m'avait pas dit « c'est fini ». Eût-elle aimé l'acheteur, j'aurais subi le sort changeant, j'aurais courbé la tête en lui disant adieu. Mais elle m'aimait. Elle m'aime encore à présent, comme moi je l'aime. Elle m'aimait encore puisqu'elle se cachait de moi pour se vendre. La folie était horrible. Je me suis enfui en la maudissant. Puis, j'ai voulu écraser le salisseur de rêve, espérant me briser moi-même à la vengeance. Sa vanité, à elle, eût été satisfaite d'un semblant de drame, même d'un drame vrai. Aussi de feinte préférence pour accroître ma colère, j'ai agi, mais je voyais tout. Je voyais qu'elle m'aimait toujours, et je n'étais que plus désolé, plus épouvanté de sa folie. J'ai agi parce qu'il méritait tout. Il s'est dérobé, il s'est effondré sans la résistance que demandait ma rage. Oh, l'horreur de mon âme en ce temps. Voici un projet de lettre pour elle. Je ne lui ai jamais écrit. Vous avez préféré une gloire de mensonge. Et quelle gloire! À la pureté, à la justice, à l'amour. Vous êtes maudite. Vous êtes damnée. Restez le cœur vide. Pour moi, je ne reviendrai plus. Votre acte est si trivial, si laid, qu'il m'a ôté même ces défaillances de raison, ces vagues désirs qu'on a toujours de revenir vers l'aimé d'hier. Je reverrai en vous celle qui n'a jamais été ce que j'avais cru. Préférez la joie inepte d'arriver à passer pour ce que vous n'êtes pas aux ivresses sacrées de l'amour. C'est de la démence vulgaire. C'est de l'immoralité de carrefour. Je ne vous regrette pas, car vous n'avez jamais été une vraie amoureuse. Je m'étais trompé. Je ne voulais pas, je vous plains. Ainsi, mon épouvantable douleur devenait de la rage et des injures. Pourtant, elle m'aurait rappelé, tendu les bras, à certaines heures grises, oui, j'aurais obéi comme un fou, comme un homme ivre. Mais à d'autres moments, non. Elle avait trop mal fait. Puis des mois, tout était noir, toute espérance fermée, toute expansion étouffée en ma poitrine. Me réveillant pour imaginer de vils retours, j'étais aussi lâche en moi-même que fier au dehors. Désir immense de la revoir, immobilisée dans un orgueil de granit. Un soir, j'étais double, aller en avant ou en arrière, chez elle ou à l'opposé, de volonté effrayante et égale. Longtemps, je suis resté immobile, tiraillé par ces deux monstres, souffrance horrible qui a laissé des traces dans l'état physique de mon cœur. Enfin, il m'est venu un but intermédiaire où j'ai couru. La nuit s'est passée en actes de démence qui ont bien charmé deux femmes quelconques. Et plus longtemps après, j'ai écrit ceci que j'ai gardé en un carnet et que je retrouve. J'écrivais pour me soigner. Mon moi le plus lucide était ailleurs. Pendant ce dénouement, j'ai été conduit par un vague instinct d'imiter ce qu'on fait ordinairement, et non par ma pensée la plus juste. Je n'ai voulu tromper personne, puisque j'ai cru agir suivant ma loi vraie.
Cette sorte de défaillance est venue de faits extérieurs, bien prévus, mais contre lesquels mon cœur s'est révolté. Non, les actes d'un être ne changent pas mon sentiment sur lui. Je le vois et l'admets tel qu'il est, et ses actes sont conséquences de ce qu'il est. Elle a été perfide, menteuse et méchante. Elle a puérilement compromis la bonne entente de nos âmes pour des intérêts temporels et bas. Je l'ai aimée pour ce qu'elle a de mieux, en sachant tout cela possible, puisque je savais qu'elle avait déjà profané l'amour en le stimulant pour tirer profit. Je le croyais du rayonnement de ceux dont elle se rapprochait. Voilà qui est mal, dire ceux qui jugent les actes, isolés des êtres. Elle a assimilé l'amour, mais c'est à elle-même qu'elle a d'abord fait illusion. D'où plus de folie, mais moins de laideur. Je savais cela, et je l'ai aimée quand même. Elle a recommencé à mes dépens. Elle m'a effarouché, je me suis enfui. Mais je l'aime toujours, car c'est elle tout entière, avec ses ombres et ses clartés, que j'aime. Ma fuite a donc une signification. Elle m'avait donné tout ce qu'elle pouvait d'amour fidèle et vrai. Puis j'ai vu que c'était fini. Il y avait là rien que je ne me fusse prédit. Mais le bonheur brisé m'a fait perdre le sens du vrai. Puisqu'il y a eu du reproche et de la colère dans ma fuite. Heureusement qu'il n'y a eu que cela. J'aurais peur de me retrouver en des jours pareils. Pourquoi est-ce que je l'aime tant? Ce n'est pas une brillante maîtresse, puisque les nuits folles, les voluptueux abandons lui font peur, puisqu'il n'est pas complètement femme. Est-ce l'état de vierge éternelle, de statue attirante, que les souillures des sept syriaques ne pénètrent pas? Elle disait pourtant détester mes rêves, mes œuvres, mes amis. À moi, tout ce qu'elle poursuivait paraissait puéril, vide ou malsain. Son type n'est pas de ceux dont je subis le charme immédiat. On m'a dit qu'elle n'était pas belle. Son visage est défraîchi par les soucis mondains, les fatigues de solliciteuse, les cosmétiques mal habilement employés. Ses lèvres sont fanées et gercées par les fièvres folles. Et la plupart des choses qu'elle fait et dit m'ont toujours irrité à n'y pas tenir, puisque ce sont autant de représentations, de redites de ce qu'elle a lu dans les volumes loués, vus au théâtre, ou chez les gens connus où sa vanité la fait courir sans choix. Donc, peu de volupté entre nous, souvent des querelles, mais à de délicieux instants, nous nous regardions dans les yeux, contemplant nos âmes. Au commencement, elle a eu tort de me faire quitter ma maîtresse. À la fin, j'ai eu tort en me montrant jaloux de sa chair. Mais l'indépendance en cela n'est qu'un rêve. Maintenant, la situation est triste, très triste, sans compter les souffrances effroyables que j'ai subies depuis les derniers jours, jusqu'à un temps qui n'est pas loin. Chaque fois que nous nous voyons, nous sommes dans un douloureux mensonge. Mais elle vit avec les indifférents, parle gaiement de toutes choses de celui-ci, de celui-là. Moi, je fais de même. Je tâche de secouer ma stupeur en prenant pour objectif d'agitation et de gaieté telle femme que je ne devrais même pas voir devant elle. Mais comme nous avons été l'un à l'autre, c'est très rarement et d'une manière gênée que nous nous parlons. Notre voix prend de fausses âcretés, car le ton naturel en laisserait sentir le tremblement. Tout cela est bien pénible et je n'en vois pas la fin. J'aime son âme et je suis sûr qu'elle aime la mienne. J'ai rêvé de transactions folles à lui proposer. Je voudrais qu'elle fût ma sœur, car je n'aurais d'autre désir que de la voir souvent, de regarder dans le fond de ses yeux, sans qu'il puisse y avoir aucune raison de trouble entre nous. J'ai pensé, pourquoi nos attitudes menteuses? Nous nous sommes trouvés seuls et nous n'avons plus parlé le langage de la veille. Quand je la reverrai, je lui dirai « Avez-vous de la mémoire ?» Elle me répondra que oui. Et je reprendrai « Alors, pour commencer, moi, je pourrais craindre les refus froids et hautains. Jette donc tes bras autour de mon cou et colle tes lèvres aux miennes. Faire autre chose serait faux. Nous avons été plus que frères et sœurs, et on ne sait jamais d'être frères et sœurs. C'est un projet que je n'ai pas accompli. Je l'ai revu, pourtant, et souvent,
Elle a lu de mes vers qui parlaient d'elle. Je lui ai lu moi-même de ses vers où je la fustigeais. D'autres où je me souvenais mélancoliquement. D'autres où je disais ma rancœur lasse. Je n'étais franc que dans mes vers. Et après les avoir lus, je devenais, malgré moi, faussement folâtre et distrait ou bien triste pour des motifs extérieurs. Un soir, elle me fit signe des yeux, comme autrefois, de venir m'asseoir là. C'était la première fois, depuis 2 ans, que quelque chose du passé était réellement répété entre nous. J'obéis et lui demandai « Est-ce un pari ?» Elle me dit, avec reproche, que non, puis me parla de mes vers. Ensuite, notre causerie, presque à haute voix devant des bavards qui soupaient, tomba sur le passé, sur la catastrophe finale. Accusant la destinée un peu moi, elle voulut se justifier. Pourquoi vous défendre? Puisque je reviens ici, je n'ai pas de mépris que vous ayez à effacer. Elle continuait. Mais moi, non, vous avez mal fait. Si je méritais cela, il fallait me notifier l'arrêt avant de l'exécuter. Elle continuait encore et moi, toujours. Je ne vous reproche rien. Je vous ai aimé avec votre perversité. Je ne voudrais pas vous changer. Mais vous avez mal fait. Et puis, il n'a plus ni parole, ni regard méchant contre moi. Je crois que nous rêvons tous deux de recommencer autrefois, mais sans de décision pour que cela ait jamais lieu. La chanson de la plus belle femme. Je suis la plus belle des femmes qui ont existé avant moi, de celles qui vivent maintenant et de celles qui naîtront après. Je joue merveilleusement des instruments de musique. Ma voix a des profondeurs marines et des élévations célestes. Les paroles que je prononce n'ont jamais été encore entendues. Les accords, parce que les cordes sont frôlées par mes doigts blancs. Les chansons, parce qu'elles sortent de ma bouche éblouissante. Les paroles, parce que mes regards tout-puissants planent sur elles, sont des paroles, des chansons et des accords éternels. Je suis la plus belle des femmes, et ma plus grande joie est d'être vue, d'être aimée, surtout de celui qui m'a prise, mais aussi de ceux qui sont au-dessous de lui. Toutes les fourrures prises aux bêtes sauvages les plus rares, tout ce que les hommes fabriquent d'étoffes de lin de soie, tout cela m'est apporté. Je m'étends dessus, et mon beau corps blanc frissant dans ses moelleuses richesses aux fines odeurs. Aux hommes forts, celui qui a vaincu tant d'autres hommes pour me posséder, les dures fatigues de la chasse et de la guerre. Moi, je me plais dans les jardins soignés, dans les petites salles parfumées, tendues d'étoffes belles et douces, semées de coussins. Je suis belle et forte, mais je suis femme, et je me plais dans les soins comme aussi les hommes faibles et malades. Les tièdes intérieures, remplis de fleurs étincelantes, les palanquins pour voyager, ou bien encore les épaules des servantes pour m'appuyer lorsque je vais nonchalamment entraîner les plis de ma robe dans les jardins soignés. Je suis belle et forte. J'enfante sans souffrir et ma forme reste pure et lisse. C'est pour moi une calme et lente volupté de tenir mon enfant rose dans mes bras et de sentir sa petite bouche têter le bout de mon sein solide,
pendant que ses yeux rient semblent répondre à mon sourire. C'est une volupté calme et lente qui vaut la volupté tumultueuse ressentie sous les caresses de l'amant. Je sens mon sang monter à ma poitrine et devenir le lait tiède dont se nourrit et grandit mon enfant rose. Deux de mes doigts blancs pressent le bout de mon sein solide afin qu'elle ressorte et que mon enfant puisse, tout en me tétant, me regarder de ses yeux riants, répondre ainsi à mon sourire de ravissement. Je suis ravi en sentant ma propre substance passer en lui. Je sens mon sang monter à ma poitrine et devenir le lait tiède qui servira à former le corps rose et excellent baiser de mon enfant. Je suis belle et forte. J'ai enfanté sans douleur et ma forme est restée pure et lisse. Mon amant trouve plus attirant mes seins solides depuis qu'ils ont nourri mon enfant rose. Je ne suis plus, dit-il, la fleur en bouton aux odeurs de verdure, mais désormais la fleur épanouie aux odeurs ambrées et capiteuses. Mon enfant est assez grand pour jouer parmi les servantes et leur causer de naïves terreurs par ses audaces prophétiques. Je suis belle et forte. J'ai enfanté sans douleur un fils audacieux et je suis devenue plus attirante pour mon amant à cause de ma forme opulente et lisse. Je suis la plus belle des femmes et quand j'ai paru aux yeux des hommes, tous ont voulu m'avoir. Ainsi de grandes discordes et de grands désastres. J'ai parfois pleuré au nom de ceux qui étaient tombés pour moi, car il y avait parmi eux de fiers regards et de hautes âmes que j'aurais bien aimés. Et pourtant j'ai été heureuse quand le plus beau de tous, celui qui avait le regard le plus puissant, puisqu'il était le dernier vainqueur, est venu me demander mon âme et mon corps. Je lui ai donné mon âme et mon corps. Heureuse que le sort me l'ait choisi en ces combats où tant d'autres sont tombés, entre lesquels j'aurais peut-être hésité. Quand je m'abandonne sur les coussins, courbant mes bras au-dessus de ma tête, l'attirance de mes clairs regards, de mes seins solides, de mes flancs neigeux, de mes lourdes hanches est toute puissante. C'est pour cela que tant d'hommes ont été ravis, que tant d'hommes se sont tués. Et celui qui m'a prise est tout entier possédé par l'attirance de mes yeux clairs, qui reluiront en des poèmes éternels, subjugué par l'abandon de mes seins solides, de mes flancs neigeux et de mes lourdes hanches. Il sent, en ces formes que je lui livre, le charme du beau absolu et la volonté créatrice qui fait de mon corps la source des plus nobles races futures. Le genre de l'être. Il était une fois un roi et une reine, qui étaient bien fâchés de ne pas avoir d'enfant. Le roi, qui s'appelait Sa Majesté O, disait à la reine, qui s'appelait Sa Majesté E, « Le ciel n'a pas béni notre union. Il faut consulter votre marraine, la fée araignée. » Le roi O avait un gros ventre. Quand il tapait dessus, ça faisait toc, toc. La reine n'avait pas du tout de ventre, elle était sèche, comme un hareng sort. Et les enfants ne venaient pas. On télégraphia à la fée araignée, qui arriva par la cheminée avec 3 gros choux qu'elle mit tout de suite dans une marmite, et du bon lard, et du sel, et du poivre. Et puis elle trempa une grande soupe. Il y en avait bien pour 100 personnes. Et le donna à manger à la reine E. La soupe aux choux faite par une fée est fée aussi. Voilà pourquoi la reine est si sèche d'abord, enfla. Et le lendemain matin, on trouva en 3 berceaux, le premier garni de satin groseille, le second garni de satin bouton d'or, et le troisième garni de satin couleur du ciel sans nuage, 3 petites princesses, qui étaient plus belles que les étoiles, que le soleil et que la lune. La fée araignée, qui
était de la célèbre famille Ayou, si connue dans l'industrie des tissus, coupa son nom en trois et appela sa première filleule A, sa seconde I et sa troisième O. Les trois princesses devenaient plus belles encore en grandissant. C'était charmant de les voir courir sous la feuillée, sifflant au merle, volant papillon, cueillant la noisette nouvelle. Un soir, le roi O dit à la reine E, « Il faut marier nos filles, les belles princesses A et O. Pour la princesse A, nous aurons de la peine, car elle est comme une oie. Elle crie contre tous les gentilshommes et contre toutes les dames de la cour. La princesse I, ce sera plus facile, elle rit toujours. Nous la donnerons à un prince écervelé. Quant à la troisième, la petite O, ça se fera sans nous. Elle a toujours peur, elle veut se sauver dans les bois, mais elle est à croquer. La reine dit au roi, « Que votre majesté n'oublie pas que nos trois princesses ont à elles trois qu'une seule chemise, bien légère, cadeau de leur marraine, la fée araignée. Le peuple est écrasé d'impôts, et les tabacs ne nous fourniront jamais de quoi leur acheter d'autres chemises. » Le roi O dit, « Oh, boum, boum, boum. Qu'est-ce que c'est? Le canon. Ah, c'est une visite de côté. Est-ce le roi de derrière les fagots, le voisin? Non, ce sont ses trois fils, le prince P, le prince T et le prince K. Dis donc, bobonne, il y aurait peut-être moyen de placer nos trois princesses. Mais c'est à toi que je parle, dis donc, la reine, hé, tu dors? Sire, mariez-les comme il vous plaira. Boum, boum. Levons-nous, sire, et allons nous asseoir sur nos trônes pour recevoir les princes. Il faut dire que le roi X, de derrière les fagots, n'était pas plus riche que le roi O. Il avait prié l'enchanteur à Merlin d'être le parrain d'un fils qui lui était promis par la reine Z. Mais quand Merlin vint au baptême, il vit qu'au lieu d'un fils, la reine Z en avait donné trois, qui furent appelés le prince P, le prince T et le prince K, comme on sait. Mais Merlin, l'enchanteur, ne comptant que sur un seul filleul, n'avait préparé qu'un seul cadeau. C'était un sabre magique à la poignée de saphir. Les plus grands enchanteurs ne peuvent pas changer leur volonté. Aussi Merlin dit au roi X, « Tant pis, mes filleuls n'auront qu'un sabre pour eux trois. » Ce n'était pas l'avarice qui poussait Merlin, puisqu'il fit tomber, par sa magie, des étoiles filantes qui devenaient des pralines, des dragées, des pièces de 20 francs. Il est vrai qu'avec la magie, ça ne lui coûta pas 4 sous. Le prince P devint un mangeur, le prince T devint un danseur, le prince K devint un chasseur. Boum, boum. Le roi O et la reine sont assis sur leur trône. Le prince P s'avance et dit, « Oh, roi O, voulez-vous me donner votre fille, la princesse A, en mariage ?» La reine dit au roi O, « Il est gourmand, il mange beaucoup, il mange trop, mais ça ira bien avec notre fille A. Accordez-la lui. » Le roi O dit, « Prince P, je vous accorde ma fille A. » Alors le prince T s'avance et demande en mariage la princesse I qui se tordait de rire. Et le prince K demande la main de la princesse O qui s'était sauvée derrière le buffet, mais qui était contente tout de même. Les trois noces se firent le lendemain, au
klaxon du fifre et du tambour. Il y avait même des cloches qui sonnaient. Do-si-la, do-si-la. On distribua des pommes de terre frites, des radis et du cidre au peuple immense qui bénissait le roi, la reine et les 3 jeunes ménages. Le roi, à larmes à l'œil, donna un royaume, tout en se réservant ses droits de mûrs mitoyens à chacun de ses gendres. Dans son enthousiasme paternel, il alla même jusqu'à redoubler leur noblesse. Ainsi le prince P et la princesse A, ça faisait pas. Ils devinrent la famille Papa, des gens sérieux qui mangent beaucoup. De même, le prince T et la princesse I formèrent la famille Titi, des gens qui dansent et rient toujours. Et le prince K avec la princesse O, ça fait coucou. C'est l'amour, c'est mystérieux, c'est sous les bois. Coucou, coucou. Mais dans le mariage, il faut du linge, et la marraine n'avait donné qu'une seule chemise, et si légère, à ses 3 filleuls, en cadeau de noces. Ah, elles avaient bien chacune leur manteau de princesse, brodé de perles d'Orient, mais en dessous il fallait mettre la seule chemise de marraine, et Sa Majesté le roi était pauvre, quoique descendant d'une race illustre. Alors on s'arrangea tout de même. Le roi donna un grand bal pour les noces. La princesse avait la chemise. Après la première danse, à 9 heures, elle alla se coucher. Le prince P avait le sabre. Il le posa sur la table de nuit, de crainte des voleurs et pour montrer, selon la loi, que le mari doit des protections à sa femme. À minuit, la princesse a dit « J'ai assez dormi, allons souper. » Ils revinrent dans le bal. La princesse a dit à sa sœur la princessie « La chemise est roulée dans ce bouquet de roses thé. » La princessie s'en alla dormir dans sa chambre, ayant mis la chemise si légère qu'il sentait les roses thé. Alors le prince P dit au prince T « Tu trouveras le sabre dans l'antichambre, au coin à droite. N'oublie pas la loi. » Le prince T trouva le sabre et courut aller voir si sa femme dormait. Elle dormait. Il mit le sabre à côté du lit et s'endormit. À 3 heures du matin, la princesse I se réveilla en souriant à la vue du sabre. Le prince T vit qu'elle avait une chemise bien légère. Elle dit « J'ai assez dormi, allons danser. Laissez-moi me lever, attendez-moi en bas. » Et vite, elle roula la chemise et la mit dans un bouquet de marjolaine qui était là tout exprès. Elle passa son manteau perlé et descendit. En entrant dans le bal, elle donna à la princesse Ou, qui dansait sa 100e valse, le bouquet de marjolaine, en disant « Va vite te coucher, il est tard, n'aie pas peur, ton prince te suit. » Ah, elle avait bien peur, la princesse Ou. Elle aurait voulu se sauver. Mais le bois est là-bas, bien loin, et si mouillé. Le prince T dit au prince K, le sabre est dans l'antichambre, au coin à droite. N'oublie pas la loi. La princesse Sou dormait dans sa chemise, si légère, quand le prince K vint dans la chambre. Il tira le sabre du fourreau et s'endormit. À 6 heures du matin, la princesse Sou se réveilla et dit « Je suis dormi, allons au bois. » Boum, boum, boum. Ce n'est plus la fête,
ni des visites, c'est la guerre. L'ennemi attaque le royaume de 3 côtés à la fois. Le prince K saute sur le sabre. La princesse saute du lit, met son manteau et court à la guerre avec son prince. Elle n'a plus peur du tout. Quand ils sont dans les bois, elle cueille des églantines et des lauriers. Le prince K court à droite, court à gauche, court en face et coupe la tête de tous les ennemis. Le prince P et le prince T auraient bien voulu gagner la bataille, eux aussi. Mais sans le sabre, que faire? Les cloches se mirent à sonner pour la victoire. Les gens du peuple coururent tous au-devant du vainqueur et de sa princesse. Puis on revint en bon ordre, chargé des riches dépouilles de l'ennemi. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent pour des millions. Il y avait des robes de soie, des armures d'acier. Il y avait 100 000 canons, autant de tonneaux de poudre et 100 fois autant de buts. Il y avait aussi des tonneaux de vin, de cidre et de bière. On n'a pas compté les jambons. Il y avait encore 60 000 caisses de fruits confits et bien d'autres choses qu'on ne sait plus. Mais pas de linge, pas de sabre. Mais voici le char des vainqueurs, orné d'églantines et de lauriers. Le prince K tenait dans sa main 3 sabres presque pareils, et tous 3 signés. Merlin. Le sabre, la poignée de saphir et de celui qui avait servi à gagner la bataille. Les 2 autres, trouvés dans la vieille malle d'un colonel, comme par hasard, mais c'était Merlin qui avait préparé cette surprise. Les 2 sabres avaient l'un une poignée de rubis, l'autre une poignée de topaz orientale. La princesse Sou avait sur ses genoux une cassette en lapis-lazuli treillagée d'or, qui contenait 2 chemises très légères, signées de la fée araignée. Le prince K descendit du char à droite, planta les 3 sabres en terre entre lui et ses 2 frères. Il fit signe au canon. Boum, boum, boum. Les 3 princes, levant chacun un sabre, saluèrent cet heureux jour. En même temps, à gauche du char, la princesse Sou donnait à ses 2 sœurs la cassette en leur disant tout bas « Il y en a une pour chacune de vous. » Les princesses A et I comprirent que c'était des chemises, et elles embrassèrent tendrement leur sœur Ou. Après des fêtes qui durèrent 3 mois, on fit le partage de toutes les richesses conquises. Et les 3 familles, papa, Titi et Coucou, prirent congé du roi Ou et de la reine E pour aller gouverner chacune leur royaume. Tous furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants.